Des centaines d'hommes à la tête rasée, en caleçon blanc, le corps entièrement couvert de tatouages, les mains attachées, alignés dans un silence absolu. Des gardes armés des deux côtés, des caméras enregistrant chaque seconde. Ces hommes sont emmenés à Sikot, le centre de confinement du terrorisme, la plus grande prison des Amériques, construite spécialement pour les accueillir. En une seule année, 70 000 personnes ont été arrêtées au Salvador. Environ 2% de toute la population adulte du pays. Mais ce que les caméras des prisons n'ont pas montré, ce qui était resté caché dans les maisons prises d'assaut, au fond des pâtés de maisons contrôlées par les gangs, sur les hôtels découverts lors des opérations, cela explique pourquoi Nayib Bukele a déclaré au Congrès américain que sa guerre au Salvador n'était pas seulement contre les criminels. C'était une guerre spirituelle. Pour saisir ce que Nayib Bukele a constaté en envahissant les maisons des gangs, il faut connaître le Salvador avant lui. En 2015, le Salvador fut déclaré pays le plus dangereux hors zone de guerre. Le taux d'homicide a atteint 106 morts violentes pour 100 000 habitants. Cette année-là, 6 656 personnes ont été assassinées dans un pays de la taille de l'État de Sergipe. Mais les chiffres bruts ne racontent pas toute l'histoire. Les gangs, principalement la MS-13, connue sous le nom de Mara Salvatrucha, et le Barrio 18 ne contrôlaient pas seulement les rues, ils contrôlaient toute la vie des gens. Les commerçants payaient un racket mensuel pour ne pas être tués. Les transports publics versaient entre 15 et 20 millions de dollars par an aux gangs pour que les bus puissent circuler. Si votre famille était victime d'un crime, vous ne dénonciez pas, parce que dénoncer signifiait que votre femme serait violée, que votre fille serait kidnappée ou que vous seriez tué. Il n'y avait aucune échappatoire. Il n'y avait aucune protection. Il n'y avait pas d'État. Les gangs du Salvador étaient nés, ironiquement, aux États-Unis. Dans les années 70 et 80, la violente guerre civile au Salvador a forcé des dizaines de milliers de Salvadoriens à émigrer. La plupart se sont retrouvés dans des quartiers pauvres et dangereux de Los Angeles, Washington DC et Houston. Là-bas, pour survivre, ils ont formé des gangs. La MS-13 est née dans les rues de Los Angeles. Le Barrio 18 a été fondé par des Mexicains, mais il a absorbé des milliers de Salvadoriens. Lorsque le gouvernement américain a commencé à expulser ses membres de gangs en masse, environ 4 000 entre 1989 et 1994, ils sont retournés au Salvador. Mais ils sont revenus différents, plus organisés, plus violents, avec une structure et une idéologie que le pays n'avait jamais vues auparavant. Et les gouvernements qui se sont succédés au Salvador dans les décennies suivantes n'ont pas su ou n'ont pas voulu y faire face. Ils privilégiaient les accords secrets, négociant des trêves temporaires et prétendaient contrôler la situation. Ce n'était pas le cas. En 2012, dans une petite commune appelée Nuevo Cuscatlán, à quelques kilomètres de San Salvador, un jeune homme de 30 ans a été élu maire. Son nom était Nayib Bukele. Fils d'un homme d'affaires palestinien salvadorien, Bukele était unique en politique au Salvador. Jeune, direct, sans l'usure des deux partis qui s'étaient relayés au pouvoir pendant des décennies, et que la population associait directement à la corruption et à l'incompétence. Et à Nuevo Cuscatlán, Bukele a fait quelque chose qui semblait impossible. Il a transformé la municipalité en l'une des plus sûres du pays. Il a ouvert la première clinique 24 heures sur 24, éradiqué l'analphabétisme, investi dans les infrastructures et réduit drastiquement le taux de criminalité locale. Ce succès l'a propulsé à la mairie de San Salvador en 2015 et le succès dans la capitale l'a propulsé à la présidence en 2019. À seulement 37 ans, Bukele a remporté les élections présidentielles avec 53% des voix, soit plus du double du deuxième candidat. Le peuple du Salvador était désespéré de voir un vrai changement. Et Bukele a promis exactement cela, en finir avec les gangs. 20 jours après son arrivée à la présidence, il a lancé le plan de contrôle territorial. La guerre avait commencé. Le plan de contrôle territorial de Bukele avait plusieurs étapes et a été mis en œuvre avec une méthodologie qu'aucun gouvernement précédent n'avait démontrée. D'abord, le siège des prisons. Les visites et les communications ont été suspendues pour briser le réseau de commandement des chefs de gang qui, même emprisonnés, continuaient à opérer normalement depuis leurs cellules. Ensuite, l'investissement social. 91 millions de dollars ont été consacrés aux parcs publics, aux écoles et aux services afin d'empêcher les jeunes en situation de vulnérabilité d'être recrutés par les gangs.
Troisièmement, la modernisation militaire. Des drones, hélicoptères, nouvelles armes, gilets pare-balles et technologies de surveillance ont été acquis pour mieux équiper les forces de sécurité. Mais le tournant est survenu en mars 2022. En un seul week-end, du 25 au 27 mars, 62 personnes ont été assassinées au Salvador. Les gangs envoyaient un message clair à Bukele: recule ou la violence reviendra. Bukele n'a pas reculé, il a doublé la mise. L'Assemblée législative a approuvé l'état d'exception, une mesure qui a temporairement suspendu certaines garanties constitutionnelles et donné aux forces de sécurité des pouvoirs extraordinaires pour procéder à des arrestations, surveiller les communications et effectuer des perquisitions sans mandat judiciaire. La suite fut sans précédent dans l'histoire de l'Amérique latine. En une seule année, les forces de sécurité salvadoriennes ont arrêté près de 70 000 personnes, soit environ 2% de toute la population adulte du pays. En janvier 2023, Bukele a présenté au monde le centre de confinement du terrorisme, la CECOT. Située à Tecoluca, à 74 km au sud-est de San Salvador, la CECOT s'étend sur 23 hectares construits et a une capacité de 40 000 détenus, c'est la plus grande prison des Amériques. Les chiffres sont impressionnants. 8 pavillons avec 32 cellules, chacun des clôtures périmétriques entièrement électrifiées, 2 murs en béton armés entourant les installations, 19 tours de surveillance, 1000 gardiens à l'intérieur du complexe, 250 policiers et 600 membres des forces armées protégeant le périmètre extérieur. Les images diffusées mondialement montraient une scène inédite. Des centaines d'hommes rasés, en sous-vêtements blancs, alignés en silence. Ces chefs et membres de gangs avaient terrorisé El Salvador pendant des décennies. Parmi eux, Marvin Abel Hernandez, membre de la NS-13, a été condamné à 1335 ans de prison. 247 autres membres du gang ont reçu des peines allant de 463 à 958 ans, chacun pour les crimes de 42 homicides et 42 disparitions. 1335 ans de prison. Pour une seule personne. Le message était sans équivoque, au Salvador, l'ère de l'impunité était terminée. Mais les rapports de police et les images des arrestations cachaient quelque chose. Quelque chose que Bukele a gardé secret pendant un certain temps avant de le révéler au monde entier. Lors des opérations de l'état d'exception, les forces de sécurité ont envahi maisons, cachettes et territoires des gangs, découvrant plus que des armes, drogues et argent. Ils ont trouvé des autels pour des rituels sataniques. Des symboles, des bougies, des objets rituels, des images, des preuves que les gangs du Salvador n'étaient pas seulement des organisations criminelles. C'étaient, selon Bukele lui-même, des organisations avec une dimension spirituelle sombre. En février 2026, Nayib Bukele a été invité à prendre la parole lors du National Prayer Breakfast à Washington, le traditionnel petit déjeuner de prière annuel du Congrès américain, où présidents, parlementaires et chefs religieux se réunissent pour prier ensemble. Devant des parlementaires, chefs religieux et autorités américaines, Bukele a prononcé des mots inattendus dans ce contexte. Beaucoup de gens ne savent pas que notre ennemi n'était pas seulement de chair et de sang, mais aussi spirituel. Ils adoraient aussi Satan, littéralement. Lors de leur arrestation, nous avons trouvé des autels servant à des rituels sataniques, ce qui est bien documenté. La salle est devenue silencieuse. Pour l'auditoire du National Prayer Breakfast, composé de dirigeants chrétiens et de politiciens américains, cette déclaration avait un poids exceptionnel. Parce que Bukele ne décrivait pas seulement une opération policière, il décrivait une guerre spirituelle, et il la décrivait devant l'un des publics les plus influents des États-Unis. Pour les Salvadoriens ayant vécu sous la terreur des gangs des décennies, cette révélation n'a pas surpris. C'était une nouvelle couche d'une réalité déjà connue de l'intérieur. Les chiffres actuels du Salvador sont remarquables. Le taux d'homicide, qui avait atteint 106 pour 100 000 habitants en 2015, est tombé à moins de 2 pour 100 000 habitants en 2023, soit une réduction de plus de 98%. C'est le Salvador, qui avait été le pays le plus dangereux du monde en dehors des zones de guerre, qui est devenu l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine. Des personnes qui ne sortaient pas de chez elles la nuit sont retournées dans les rues. Des commerçants qui payaient des extorsions depuis des décennies ont ouvert leur commerce sans crainte. Des familles qui avaient fui le pays ont commencé à revenir. Les enfants jouent à nouveau dans les parcs publics. La popularité de Bukele a explosé. En mars 2023, 91% des Salvadoriens déclaraient de soutenir le président. En 2024, il a été réélu au premier tour avec plus de 85% des voix, le taux d'approbation le plus élevé de tous les dirigeants élus des Amériques.
Le débat international sur ces méthodes continue. Des ONG rappellent que, parmi les 70 000 arrestations, certains sont innocents. Des dénonciations portent aussi sur des conditions carcérales inadéquates, des violations des garanties procédurales et un pouvoir présidentiel trop concentré. Le débat sur ces méthodes se poursuivra. Les questions concernant les innocents emprisonnés, la concentration du pouvoir et l'avenir démocratique du Salvador sont légitimes et importantes. Mais une chose est indéniable, Nayib Bukele a réussi ce que tout le monde disait être impossible. Et il l'a fait d'une manière que le monde entier essaie de comprendre et que de nombreux pays essaient de copier. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et écrivez d'où vous regardez cette vidéo. À la prochaine vidéo.